À Paris, c'était, enfin voilà, c'est un marathon quand même mythique. Et je m'étais promis de le faire au moins une fois. Et là-bas, du coup, je finis 10e féminine en 2h47. Donc j'étais vraiment très contente. Au contraire, c'est l'année où j'ai vraiment battu tous mes records perso en athlée. Donc rien ne laissait penser que je pouvais être malade à l'intérieur. Tous les médecins me disaient oui, oui, vous pouvez continuer à courir. Mais par contre, moi, je disais bah oui, mais moi, j'ai un championnat dans 3 mois, en fait, je fais comment? Donc là, on me disait ah non, non, par contre, les championnats, les compétitions, on évite, quoi. On me dit il faut pas vous dépasser, hein. Mon médecin, il avait déjà un petit peu cerné le personnage que j'étais et il m'a dit oui, oui, les entraînements, ok, mais pas les compétitions, hein. Donc j'avais dit oui, oui. Je disais oui, mais au final, je les faisais quand même. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de Course épique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anaïs Kemener, une athlète de 29 ans qui pratique depuis son plus jeune âge la course à pied et qui ne cesse d'aligner depuis lors des performances incroyables. La vie d'Anaïs va être fondamentalement bouleversée à l'âge de 23 ans lorsqu'elle découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein métastasé. Anaïs va partager avec nous dans cet épisode son parcours sportif, humain, la façon avec laquelle elle a appris à vivre avec le cancer et nous raconter combien le sport a joué un rôle clé dans les moments difficiles. Elle va plus particulièrement nous faire vivre sa course épique, les championnats de France de marathon en 2016 à Tours, la première course sur laquelle elle s'est alignée seulement 4 mois après la fin de son traitement. Vous l'entendrez comme moi, Anaïs est une force de la nature, à la détermination, la volonté, la spontanéité et également la très grande humilité qui font d'elle une sportive et une femme admirable en tout point. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle, j'espère que vous en aurez tout autant. Bonne écoute. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Anaïs, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bah ça va bien, merci. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 29 ans, je suis aide-soignante à l'hôpital aux urgences et j'habite en Seine-et-Marne. Je suis en club d'athlétisme au Tremblay AC en Seine-Saint-Denis et je pratique la course à pied depuis un peu plus de 20 ans. D'accord. La plupart des invités que j'ai reçus jusqu'ici sont arrivés à la course à pied avoir pratiqué un autre sport. Toi, tu as démarré la course à pied très jeune. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans la course à pied ? Alors j'ai commencé la compétition à l'âge de 9 ans où je suis vraiment rentrée en club, dans mon premier club à Villepinte, donc à 9 ans. Mais j'ai commencé un petit peu la compète à l'âge de 7 ans parce qu'en fait dans ma famille tout le monde faisait de la course à pied, mon grand-père, mon père. Donc pour moi c'était logique de suivre leurs traces. J'ai toujours vu mon père courir, j'ai toujours vu mon grand-père courir. C'était d'ailleurs avec eux que j'ai un petit peu fait mes premières courses. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué. La tradition. Voilà, c'est ça. Et tu courais sur quel type de distance ? Étant plus jeune, c'était plutôt des crosses. J'ai commencé par voilà, les crosses scolaires, les petits crosses à côté de la maison. Donc, ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que progressivement, j'ai tout de suite bien aimé les distances un petit peu plus longues, quoi. C'était pas vraiment de la piste. Les résultats ont très rapidement suivi, non ? Dans la catégorie jeune et espoir, tu as eu des performances tout de suite très significatives ? C'est ça. Bah alors déjà enfin voilà, au scolaire, c'est comme ça que ça commence en général, hein. Je faisais tous les crosses scolaires où en général je faisais toujours podium ou je gagnais, ça dépendait des années. Et ensuite en club, oui voilà, chez les cadettes, j'ai eu un record de France sur 10 kilomètres. Ensuite chez les espoirs, bah, c'est pareil, j'ai continué, où j'ai commencé mes premiers marathons. Enfin, je me suis tout de suite vraiment dirigée vers le long et voire le très long. Sans dévoiler ici l'issue de ton championnat de France de marathon en 2016, dont on va parler pas mal aujourd'hui, tu as signé notamment des performances récentes au championnat de France de 100 km en 2018 ou encore au marathon de Paris en 2019 qui étaient très notables. Oui, d'ailleurs, j'étais très contente à Paris. C'était, enfin voilà, c'est un marathon quand même mythique. Et je m'étais promis de le faire au moins une fois. Et là-bas, du coup, je finis 10e féminine en 2h47. Donc j'étais vraiment très contente. Et pour les championnats de France des 100 km en 2018, c'était pour ma première fois, on va dire, sur 100 km sur la distance. Je finis vice-championne de France bon, en 9h35. J'en ai vraiment, vraiment bavé, mais je suis vraiment très, très heureuse d'avoir terminé cette course. Pas mal pour une première vice-championne de France. Oui, c'est sûr.
Donc on l'a entendu, tu as pratiqué différents formats de courses qui vont du 10 au du 100 km en passant par le marathon. Est-ce que toi, tu as un format que tu aimes plus particulièrement ou sur lequel tu aimerais te consacrer plus particulièrement à l'avenir ou est-ce que tu as envie d'avoir le choix et de varier encore entre ces différents formats de courses? Bah, j'aime bien avoir le choix, mais c'est vrai que je préfère le marathon. À choisir toutes les distances et enfin, vraiment toutes les disciplines en athlée, ce serait vraiment le marathon parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise. J'adore la prépa, j'adore les entraînements, vraiment tout me plaît. Après, j'aime beaucoup varier aussi. L'hiver, j'adore faire les crosses. L'été, j'aime bien faire un peu de piste. Voilà, ça permet de voir un peu où on en est, puis toujours de gagner un peu de vitesse, de changer un petit peu les entraînements, le rythme. Et non, c'est vraiment sympa de pouvoir varier. Quel accomplissement, toi, tu trouves dans ta pratique de la course à pied et qu'est-ce que tu y cherches et j'espère y trouves? Pour moi, c'est vraiment une passion en fait, hein. C'est vrai que par exemple, souvent on me demande: «Mais à quoi tu penses quand tu cours autant?» En fait, je pense pas vraiment à quelque chose en particulier, c'est vraiment, juste un plaisir. C'est-à-dire que quand j'enfile mes baskets, bah, voilà, je pense à rien d'autre, c'est mon moment à moi en fait. Je pense que moi, ça me fait réellement du bien, ça me permet enfin, quand je vais courir, je me sens vraiment vivante. T'es plutôt une coureuse solitaire ou est-ce que tu aimes bien être en groupe ou alterner les deux d'ailleurs? J'aime bien alterner les 2 parce que, souvent quand je fais mes footings longs, c'est vrai que j'aime bien être, seule ou alors avec mon père qui me suit en vélo, très, très souvent et c'est vrai que pour les séances, quand il faut se dépasser un petit peu et aller, chercher ses limites, j'aime bien être avec mon groupe. D'accord. Et oui, je voulais justement te parler de ça, de ton entourage sportif et tu viens de l'évoquer à l'instant, peut-être ton papa aussi qui a un rôle tout particulier. C'est quoi ton encadrement aujourd'hui, toi, Anaïs? Bah, déjà mon père en fait c'est mon entraîneur, donc forcément ça fait une grosse différence et que je m'entraîne, assez souvent seule parce que, bah, je travaille de nuit et du coup, bah, je suis obligée de m'entraîner l'après-midi, mais c'est vrai que j'ai la chance de l'avoir lui, pour me suivre, sur tous mes entraînements en vélo et du coup ça aide énormément parce que, bah, sur les sorties longues, il m'aide pour me ravitailler, il m'aide pour un meilleur placement, il m'aide pour, déjà au niveau du mental, hein, parce que des fois, ça lâche un petit peu aussi, c'est normal, on reste humain et franchement, pour moi, c'est un grand, bénéfice. Et justement, tu pourrais nous parler d'une semaine type pour toi, comment elle s'organise entre ta vie personnelle, ton travail et les entraînements? Comment est-ce que tu arrives à conjuguer tout ça? En fait, j'ai pas de planning fixe, donc c'est vraiment, en fonction du travail, mais voilà, mon père met un programme d'entraînement pour le groupe, parce on est plusieurs, à s'entraîner à Tremblay. On essaie de faire un maximum d'entraînements ensemble. Donc quand c'est possible, en fonction du boulot de chacun. Mais sinon, voilà, je vais m'entraîner l'après-midi quand je travaille ou je préfère le matin, sinon j'aime bien m'entraîner un peu à la fraîche. Mais c'est vrai que c'est toute une organisation parce que bah, le travail de nuit, je fais 19h-7h. Ensuite, je dors un petit peu quand même pour avoir un peu de force. Hein. Je suis pas surhumaine. Donc en général, je dors jusqu'à 13-14 heures et puis après, je pars à l'entraînement de 15 à 17 heures en fonction de la séance. Puis après, rebelote, je pars au travail à 18 heures pour commencer à 19 heures. D'accord. Et on parle de combien de séances d'entraînement à peu près? Une semaine type sans objectif spécifique ou grosse prépa lourde? Je vais être à 6 entraînements semaine, mais ça va pas être 6 séances, hein. Ça va être, par exemple, 2 séances, une VMA un petit peu courte ou un peu rapide, et le reste, ça va être des footings. Quels sont, tu penses, tes atouts naturels et à contrario les zones sur lesquelles toi tu dois consacrer un peu plus de travail et qui te demandent un peu plus d'entraînement, qui sont moins peut-être naturels chez toi? Bah, alors les qualités naturelles, sans vraiment là, ça va être le long, parce que j'ai vraiment aucun problème à courir, longtemps et à mettre un petit peu de rythme régulier. Ça, c'est vraiment on va dire ma plus grande qualité, en athlée, c'est vraiment que déjà le long, j'adore ça. Donc je pars déjà, sans problème, je me dis: «Ah le long, c'est bon, c'est parti pour une séance que je vais aimer». Alors que quand on fait de la vitesse ou de la piste, déjà j'y vais à reculons. C'est-à-dire que j'ai pas mal de lacunes là-dessus. Et la vitesse pure, enfin, pour moi, ce qui est vitesse pure, c'est déjà en dessous de 1000 mètres, ce qui est déjà pour moi trop rapide. Et donc tu prends moins de plaisir, as l'impression que tu y arrives moins bien ou tu prends moins de plaisir, c'est les deux? Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu les deux. Il y a un peu moins de plaisir, j'aime moins forcément, donc du coup, quand j'y vais, je ronchonne un peu, mais bon, je suis quand même super contente de l'avoir fait au final. Et puis je sais que j'en ai besoin parce que bah, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux pas faire du long sans faire de vitesse et inversement. Mais c'est dur. Il faut se, Il il faut faut aller se chercher la motive un peu plus loin. faire violence, c'est ça. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette introduction, Anaïs. On va passer à notre exercice maintenant classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois sportif qui va nous permettre d'arriver à encore mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise pour toi, c'est si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu et pourquoi? Alors, si j'étais un personnage de fiction, je pense que je serais Mulan. Ok. Parce que c'est une femme forte, c'est une femme qui combat pour ses proches. En même temps, elle prouve qu'elle peut, comment dire, dépasser les limites et qu'elle peut faire mieux, enfin, aussi bien, voire mieux que les autres.
Et je pense que voilà, j'essaie de me rapprocher un petit peu de ce personnage dans ma vie de tous les jours parce que j'essaie toujours de me dépasser, de me surpasser et de prouver que je peux y arriver. C'est un Disney que j'ai pas vu, tu vois. Faut que je me le note un dimanche matin. Je regarderai Mulan en pensant à toi, parce que je Et l'avais ben pas voilà. vu. Ok, super. Et si tu étais un animal? Je pense que je serais un chat parce que j'adore les chats déjà et j'en ai deux à la maison. Et comme on dit qu'un chat, ça retombe toujours sur ses pattes et que ça a plusieurs vies. Et comme moi, je pense que j'en suis déjà à ma deuxième vie, voilà. Je pense que je serais un chat. D'accord, parfait. Dernière étape de cette casquette chinoise. Si tu étais une sportive ou un sportif à laquelle tu pourrais t'identifier ou qui suscite une admiration particulière chez toi, ce serait qui? Je dirais les sœurs d'Ibaba. Tirunesh d'Ibaba en particulier parce que depuis toute petite, je suis une de ses plus grandes fans. J'ai regardé tous ses meetings, toutes ses courses, ses marathons, etc. Et je me suis toujours un petit peu rapprochée de cette femme-là parce que justement, j'adore ce qu'elle fait, j'adore la façon dont elle court, ce qu'elle dégage quand elle court et ses performances aussi forcément. Ok, super. Bah, écoute, merci Anaïs. On a parfaitement réussi à se mettre dans tes baskets. Avant que tu avant que tu partages avec nous ta course épique en détail à l'occasion des championnats de France de marathon, je souhaitais évoquer avec toi une étape qui a été extrêmement marquante dans ta vie, à savoir le cancer du sein à laquelle tu as été confronté très jeune. On est en 2014 et là tu as 23 ans, tu découvres une petite boule au niveau de ta poitrine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, donc ouais, j'avais 23 ans, je vivais comme n'importe quelle jeune femme de 23 ans, hein, je pense. Sauf que ouais, je faisais beaucoup de sport, je faisais pas mal de voyages. Mais ouais, ça faisait à peu près un an que j'avais une boule dans le sein gauche. Et bon, ça m'a jamais fait mal, j'ai jamais eu de problème, je me suis jamais sentie plus fatiguée ou moins fatiguée. Au contraire, c'est courant l'année 2015 où j'ai vraiment battu tous mes records perso en athlée. Donc rien ne laissait penser que je pouvais être malade, on va dire, un petit peu à l'intérieur. Sur l'année 2014-2015, j'ai vu 3 médecins différents. Les 3 médecins, en m'auscultant, ont rien dit de particulier. À chaque fois, on me disait non, mais vous êtes jeune, voilà, c'est hormonal, ça va passer, il y a rien de particulier. Sauf le troisième médecin, vu que je travaille à l'hôpital, où j'ai un petit peu insisté, où j'aurais dit bon bah voilà, j'ai une boule dans la poitrine, même si c'est pas grave, elle commence à déformer un petit peu mon sein. Au départ, moi, je pensais que c'était un kyste. Et je disais voilà, j'aimerais bien juste au moins le faire retirer. Et pouvoir vivre normalement en fait. Sauf que bah, quand j'ai fait des examens complémentaires, on a découvert que c'était un cancer du sein qui avait déjà des métastases ganglionnaires. Donc du coup, il a fallu agir très rapidement. D'accord. Et est-ce que donc le diagnostic, enfin il a fallu à peu près un an pour que tu sois diagnostiqué, si j'ai bien suivi. Et est-ce que tu pourrais nous parler, toi, des grandes étapes ensuite du traitement qui a été mis en place suite à ce diagnostic, les grandes phases qui ont suivi? Ouais, bien sûr. Bah, ça allait très vite déjà. Donc bon, c'est l'avantage aussi, hein, c'est que voilà, dans la médecine, dès qu'on a le diagnostic, on perd pas de temps. Et heureusement d'ailleurs. Donc en fait, j'ai eu mes résultats comme quoi la biopsie était positive, donc pas vraiment positive hein, dans le sens parlé, mais Effectivement. voilà. Donc en fait, le 7 août, j'ai eu les résultats et le 17 août, on m'a posé la chambre implantable pour commencer la chimio. J'ai commencé la chimio le 18. Là, c'était parti pour à peu près 8 mois, où toutes les 3 semaines, je faisais deux cures de chimio, en fait, sur 2 jours. Ensuite, donc, j'ai fait de la radiothérapie pendant 2 mois. On m'a fait l'ablation des deux seins. Ça a mis plusieurs temps, hein, parce que on a fait d'abord l'opération d'un seul sein. Ensuite, on a dû faire retirer l'autre parce que les tests génétiques étaient positifs. Ensuite, on a fait de la reconstruction qui n'a pas fonctionné. Donc, on a fini par enlever les deux seins et aujourd'hui, ça va bien mieux comme ça. Est-ce que pendant cette période de traitement, c'était envisageable du point de vue des médecins et impératif pour toi de continuer à pratiquer la course à pied? Oui, alors en fait, bon, ça a été difficile au départ hein, parce que je me suis un peu battue pour avoir un certificat médical. Tous les médecins me disaient oui, oui, vous pouvez continuer à courir. Mais par contre, moi, je disais bah oui, mais moi, j'ai un championnat dans 3 mois, en fait, je fais comment? Donc là, on me disait ah non, non, par contre, les championnats, les compétitions, on évite quoi. On me dit il faut pas vous dépasser. Hein. Mon médecin, il avait déjà un petit peu cerné le personnage que j'étais et il m'a dit oui, oui, les entraînements, ok, mais pas les compétitions. Hein. Donc j'avais dit oui, oui. Je disais oui, mais au final, je les faisais quand même. Donc je l'écoutais, voilà, j'entendais un petit peu ce que je voulais, mais je faisais les choses à ma sauce. Bon, après, c'était à la sensation aussi, hein, si je me sentais pas de le faire, je le faisais pas, évidemment. Et dans quelle mesure et avec quelle intensité tu étais en capacité de courir à ce moment-là? Bah, alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais courir, je continuais à m'entraîner tous les jours,
Après, c'était pas le même effort parce que bah, forcément, j'avais pas la même énergie. Mais du coup, pour les compétitions, je faisais entre 43 et 46 minutes au 10 km, alors que voilà, quelques mois auparavant, je faisais 36 minutes. Donc forcément, ça faisait une grosse différence. Mais bon, après, je peux pas comparer non plus, c'est sûr. Et puis, ça sert à rien de comparer voilà, quand on est en forme et quand on l'est pas. Mais ça me faisait du bien de pouvoir continuer à courir. À ce moment-là, je me sentais pas malade. Est-ce que tu as le sentiment justement que la course à pied a joué un rôle aussi, toi, dans ta guérison? Enfin, est-ce que ça a été une aide forte pour toi, psychologique en tout cas, et probablement physique aussi? Oui, oui, complètement. Bah déjà, ça renforce le corps, ça permet de garder quand même voilà une activité physique. Moi, ça me permettait de garder un lien social parce que du coup, je voyais toujours mon club et j'étais pas confrontée uniquement à la maladie. C'est-à-dire que vu que je pouvais plus travailler, en fait, je restais juste chez moi et je faisais rien d'autre. Donc le sport me permettait vraiment d'avoir un lien social, de voir du monde, de me dépasser. Et puis voilà, c'était vraiment mon moment où j'étais comme tout le monde, où j'étais avec mon club et à ce moment-là, j'étais pas malade, on parlait pas de la maladie. Et non, c'est vraiment, ça m'a fait un bien fou. À quel moment et dans quel contexte ton traitement a officiellement pris fin? Moi, je dirais qu'il a pris fin, voilà, c'est compliqué. Enfin, les vrais traitements de chimio, en tout cas, ont pris fin en février 2016. Après, j'ai eu de l'hormonothérapie et de la radiothérapie, mais c'était pas, comment dire, c'était pas un vrai traitement. En fait, la radiothérapie, c'était juste des ondes qu'on me faisait sur le corps pour brûler les cellules cancéreuses. Donc, du coup, on va dire, ouais, c'est février 2016. Ok, et j'imagine que tu es sorti de ce cancer avec une envie plus forte que jamais de reprendre la course, de donner le meilleur de toi-même et de prendre tout simplement beaucoup de plaisir dans ta pratique. Sur quoi tu avais envie de te projeter au sortir de cette maladie? Quels sont les premiers objectifs que tu t'étais fixés sportivement pour repartir sur un nouveau cycle et une nouvelle dynamique? Après mes traitements, je m'étais fixée donc de participer au championnat de France de marathon. Parce que voilà, l'année d'avant, j'ai pas pu y participer justement parce que j'étais en chimio et je m'étais promis que voilà, à la fin de mes traitements, je participerai à nouveau au championnat de France de marathon pour prendre entre guillemets ma revanche sur la maladie. Très bien. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir retrouvé rapidement ton niveau à l'époque? Oui, oui, c'est revenu assez rapidement. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai fini les traitements, bah déjà j'avais plus que tous les problèmes de globules rouges, de globules blancs, etc. Enfin, j'avais plus la fatigue, mon souffle était revenu, tout ce qui était cardiaque, tout était revenu correctement. Parce que du coup les traitements me donnaient aussi des palpitations. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Mais oui, c'est revenu assez rapidement. Je pense avec l'entraînement régulier, donc j'ai continué à reprendre progressivement mais régulièrement. Je pense qu'en 4 mois, à peu près 3-4 mois, c'est revenu, je dirais pas comme avant, mais en tout cas, enfin, presque aussi bien qu'avant. D'accord, ouais, ça a été rapide. Ouais, ouais, ouais. Ok, avant qu'on s'intéresse à ta course épique, je vais te poser la traditionnelle question qui pique de course épique. C'est une question qui est très gentiment piège et que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que tu as une idée du temps qu'il a fallu au coureur japonais Shizo Kanakuri pour finir le marathon olympique des JO de Stockholm en 1912? Oh, alors là, Je serai très tolérant sur sur la réponse que tu vas me donner. Je te donne une marge d'erreur très importante. Et la marge est importante, tu vas voir. d'accord. Oui, donc son chrono au marathon. Ouais, un Mais marathon de 1912. ah ouais, bon, bah déjà, j'imagine que C'est pas, forcément la c'est, technologie n'était pas les mêmes. Je dirais 2h45. Eh bien, figure-toi qu'il a mis 54 ans à finir son marathon. Alors, c'est une histoire un peu invraisemblable. Et en fait, c'est pour prendre le temps de te la raconter, parce que quand même, c'est une anecdote qui est assez forte, je trouve. Ce coureur japonais, donc en 1912, il a effectué un voyage de 18 jours pour arriver du Japon. Donc, il est passé par la mer, par le transsibérien. Il est arrivé complètement exténué dans la capitale suédoise. Donc, il a fallu 5 jours de récup pour être capable de s'aligner au départ du marathon olympique de Stockholm. Et donc, voilà, ça a été globalement un des pires marathons de l'histoire parce qu'il s'est disputé sous une chaleur accablante. Donc, il y a la moitié des participants qui ont pas réussi à aller au bout. Et voilà, le coureur japonais dont je te parle, il a pris le départ, il s'est senti mal au 30e kilomètre, il s'est écroulé dans le jardin d'une maison. Et ses occupants lui ont alors offert à boire et ils l'ont incité à s'asseoir dans un canapé. Et il s'est endormi et il s'est réveillé seulement le lendemain. Et donc, accablé par la honte, Shizo Kanakuri, donc c'est son nom, il prévient personne et il est rentré précipitamment au Japon. Et donc, en fait, les organisateurs du marathon ont complètement perdu sa trace. En fait, il a été, officiellement, il était porté disparu, en tout cas dans le cadre de ce marathon. Et en fait, il a été à revenir en Suède en 1967, donc ça veut dire 55 ans après. Il avait 76 ans. Il a été conduit au stade olympique de Stockholm et là, il a repris la dernière ligne droite en trottinant et donc franchi la ligne d'arrivée de cette course qu'il a donc terminée 54 ans, 8 mois, 6 jours, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes après avoir pris le départ. Voilà.
Waouh, 54 ans, c'est tu vois, une chance c'est folle. pas facile à trouver, j'avoue, c'est assez improbable et voilà, c'est une anecdote que j'ai trouvée sur le site d'Eurosport pour les citer. Donc voilà, bon, on va parler de ton championnat de France. Tu as mis un petit peu moins de temps que lui, en tout cas. Ouais. Donc voilà, revenons-en à la course épique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à savoir tes championnats de France de marathon auxquels tu as participé en 2016 à Tours. On en a parlé juste avant, c'était donc ton premier grand objectif 4 mois après la fin de ton traitement, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu t'étais déjà frotté beaucoup à cette distance précédemment? Est-ce que tu avais des chronos de référence sur le marathon déjà? J'avais déjà fait 3 ou 4 marathons avant, ouais, et mon meilleur chrono auparavant, c'était 2h59 que j'avais fait à Toulouse, je crois. Et oui, oui, donc là, l'objectif, c'était vraiment d'aller battre mon record personnel. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on se qualifie pour les championnats de France, il y a une logique de minima qu'il faut réaliser, comment ça se passe? Ouais, alors jusqu'il y a 2 ans, il y avait des minima donc pour les hommes et pour les femmes. Les hommes c'était 2h45 et les femmes c'était 3h30. Donc c'était les minima de sélection, on va dire. Et par contre, depuis l'année dernière, il me semble qu'il n'y a plus de minima de sélection. En fait, c'est devenu des marathons entre guillemets open et il suffit de participer à un marathon au courant de l'année pour pouvoir faire les championnats de France de marathon. D'accord. Comment tu t'étais préparé, toi, pour ce marathon? Est-ce que tu l'as appréhendé comme n'importe quel autre marathon ou au vu de tout contexte et ce que tu nous as raconté jusqu'avant, est-ce que tu as dû mettre en place une préparation un peu plus particulière par rapport à un marathon habituel que tu aurais pu faire? Bah là, entre guillemets, je pourrais pas vraiment dire que c'est une chance, mais vu que j'étais en arrêt de travail, j'ai eu l'avantage de pouvoir m'entraîner vraiment correctement. C'est-à-dire que bon, j'avais pas la fatigue du travail. J'ai eu 3, 4 mois où en fait je pouvais m'entraîner tous les jours. Et je vivais comme une Kenyane, quoi. Pour moi, c'était juste le rêve à ce moment-là. En plus, j'avais plus de traitement, donc c'était vraiment parfait. Je pouvais m'entraîner matin et soir si je voulais. Je pouvais faire du bi-quotidien, donc soit alterner vélo, course à pied. Et l'après-midi, je pouvais faire une sieste. Enfin, c'était juste parfait. Donc la prépa était vraiment parfaite à ce moment-là. Est-ce que c'est une course qui avait une dimension particulièrement symbolique pour toi? Est-ce que c'était l'occasion de tout remettre en place un peu comme avant, même si beaucoup de choses avaient changé, mais est-ce que c'était symboliquement très fort pour toi, cette course? Ah oui, oui, pour moi, c'était très fort parce que déjà, c'était, entre guillemets, le grand retour après la maladie et j'avais besoin de me savoir enfin, j'avais besoin de savoir où me situer, en fait. Pour ce retour, j'avais besoin de savoir où j'en étais par rapport aux autres nanas, par rapport enfin, à la course, mes sensations aussi sur la course parce que forcément, un marathon, bah, c'est quand même pas une distance banale. Bon, voilà, il faut bien s'entraîner. Il y a toujours, entre guillemets, le mur, qu'il faut passer, qu'il faut franchir, qu'il faut pas appréhender, il faut vraiment. Mais si on est bien entraîné, il y a pas de raison en général, ça passe bien. Et donc voilà, c'était vraiment le retour après la maladie. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la start list? Est-ce qu'il y avait des concurrentes que tu surveillais avec un regard particulièrement attentif? Oui, il y avait pas mal de filles. Alors là, au niveau des prénoms, je pourrais plus te dire exactement qui c'était. Parce que bah, déjà, il y avait plein de filles que j'attendais qui étaient vraiment normalement qui avaient le titre sûr à 100%. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, avec les filles qu'il y a, moi, je me fais pas trop de films, mais j'aimerais arriver dans les 5-6 premières, on va dire. Et du coup, cette course, ça a été la grosse surprise. Donc là, oui, ce que tu disais juste avant, tu étais plutôt dans une logique d'améliorer, enfin très humble, d'améliorer ta performance sur la distance et pas forcément d'aller chercher le titre. Non, non, c'était vraiment uniquement pour le chrono. Voilà, mon objectif, c'était juste de battre mon propre record personnel, qui pour moi aurait déjà été une grosse victoire. Bien sûr, oui. Et comment tu te sens sur la ligne de départ, justement? Est-ce que tu es un peu plus nerveuse qu'à l'habitude, le fait de renouer avec la course? Enfin, comment est-ce que de manière générale tu es sur une ligne de départ et peut-être plus spécifiquement sur celle-là? Est-ce qu'il y avait des choses différentes? Non, c'était pas plus différent qu'une autre course. Au contraire, je pense que j'y allais vraiment sans pression parce que bah, pour moi, il n'y avait pas de concurrence réelle. En fait, je me disais, le combat aujourd'hui, il se fait contre moi-même. Voilà, c'était contre mon propre chrono, avec mes sensations, et j'avais aucune idée de la course et je me disais vraiment, voilà, pas de pression. Il faut que je m'écoute moi. Je ne me fie pas à la course des autres. Si les filles partent, elles partent. Voilà, c'est avec mes sensations et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est très bien passé. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous raconter ton départ et les premiers kilomètres jusqu'à la première moitié de course, comment ça se passe globalement?
Alors, du coup, le départ donc à Tours en 2016, ça s'est bien passé, hein. Je passe mes premiers 10 kilomètres dans les allures, le semi-marathon. Enfin voilà, déjà au départ de la course, je crois que dans les 10 premiers kilomètres, je dois être quatrième ou quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure de la course, je double progressivement certaines filles. Donc, certaines sont parties très vite. Au départ, quand je les ai vues, je me suis dit waouh, elles sont vraiment au-dessus du lot. Et si elles arrivent vraiment à faire le chrono espéré, ce serait superbe. Et au final, je vois que je rattrape une fille. Au semi-marathon, je passe toujours dans mes chronos. Je passe 1h28. J'avais prévu de passer 1h28. D'accord. Tu étais dans les clous donc par rapport à ce que tu t'étais fixé Oui, comme oui, voilà. objectif intermédiaire? C'est ça. J'étais exactement dans les chronos fixés. Ensuite, pareil, en fait, je vois que sur la course, je double encore une fille, donc je me dis waouh, là, je dois être sûrement troisième. Au final, pareil, au fur et à mesure de la course et des kilomètres qui passent, je vois une fille qui abandonne sur le côté, une qui était justement dans les favorites de course, donc je me dis oulala. Là, du coup, je suis deuxième. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas une autre fille que j'ai pas vue peut-être devant. Après, on était toutes sur le même départ, hein, donc généralement lors des championnats de France, il y a un sas. Et voilà, moi j'étais dans le sas aussi, qui était tout devant au départ. Donc les premières filles, on voit quand même qui est là, qui n'est pas là. Donc du coup, je me disais par rapport aux filles que j'ai vues, là, je devrais normalement être deuxième. Donc bon, dans ma tête, je me dis waouh, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer et voilà, je continue ma course. Tout se passe bien. D'ailleurs, étonnamment, j'ai pas de mur, pas du tout de mur sur la course. Je me sentais vraiment très bien. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir voir ma famille parce que ma famille est sur Angers et Tours c'est pas très loin. Donc du coup, j'avais des petits points de temps en temps où je voyais ma famille et ça me faisait énormément de bien au moral. Et donc il arrive le 40e kilomètre. Et là, en fait, vu que je connais un petit peu les marathons, je sais que souvent, la première femme est accompagnée d'une moto, comme le premier homme d'ailleurs. Et du coup, je me dis, waouh, et là, il reste 2 kilomètres. Et du coup, je vois la moto à 200 mètres. Donc, je sais que la première fille est avec. Et je me dis, bon, voilà, c'est maintenant ou jamais, il faut tout tenter. J'étais dans les temps au semi-marathon, j'étais dans les temps au 30e, au 35e. Je me dis, voilà, quoi qu'il arrive, si j'arrive à accélérer, je bats mon record. Et si au mieux, j'arrive à passer la première et du coup, moi-même, je suis première et je fais un truc de fou pour moi. Au pire, je finis deuxième et quoi qu'il arrive, je bats quand même mon record. Donc, À tous les coups, tu gagnes. voilà, exactement. Donc là, tu te lances dans la bataille et dans les quelques centaines de mètres que tu dois grappiller pour aller chercher le titre et rattraper cette coureuse et la moto qui est à côté d'elle. C'est ça. Donc là, je me dis, bon, voilà, hein, c'est aujourd'hui ou jamais. donc j'accélère et donc je la double. Et en fait, à ce moment-là, je crois que je vois plus rien en fait de ce qui est autour de moi. J'entends plus rien. J'essaie juste d'accélérer. Je sais même pas combien je suis au kilo exactement, mais mon père m'a dit bon, ça allait quand même plutôt vite pour une fin de marathon. Et donc du coup voilà, je finis la course en 2h55 et je finis première. Et Bravo. c'était complètement fou pour moi. En arrivant, je pense que je savais même plus où j'étais. J'étais là, waouh. Enfin, pour moi, c'était même pas le fait d'avoir gagné le championnat de France. C'était vraiment, si déjà c'était un truc de fou d'avoir gagné le championnat de France, mais c'était surtout d'avoir vécu la course de cette façon, améliorer mon record, gagner la course parce que pour moi c'était aussi une belle revanche de gagner une course après la maladie. Et voilà, toutes les conditions étaient parfaites et j'étais sur une autre planète. Et tu m'as dévoilé quand on a échangé préalablement à cette interview, tu m'as dévoilé en fait ta botte secrète. En fait, c'est les pommes-potes, c'est ça? C'est grâce à la pomme-pote que tu as réussi à gagner ce titre. Ouais, c'est ça. En fait, mon ravitaillement, j'ai mis pas mal de courses avant de bien me caler. Au départ, mes premiers marathons, je mangeais pas, ça m'a pas du tout réussi. Au final, j'ai donc appris avec l'entraînement à savoir ce qui passe bien ou ce qui passe moins bien. Et la pomme pote, c'est 100% réussi. Donc du coup, mes ravitaillements, mon père se met à quelques points à côté des zones de ravitaillement. Et en général, voilà, je prends une pomme pote à la main, ça me fait 2-3 ravitaillements vu que je prends quelques gorgées à chaque fois. Et ça fonctionne très bien. Et tu bois de l'eau beaucoup aussi, en termes d'hydratation, ça se passe comment? Ouais. Chaque ravitaillement, tous les 5 kilomètres, je prends un verre, j'essaie de pas m'étouffer. Et, et je prends une ou deux gorgées, juste histoire de m'humidifier un petit peu la bouche et de pas être déshydratée.
D'accord. Et juste pour reparler de la toute fin de ta course, au moment où tu as dépassé celle qui était devant toi et que tu deviens première, tu étais dans quel état? Est-ce que tu étais assez sereine sur le fait que tu allais aller chercher ce titre et que plus rien ne pouvait t'arriver maintenant que tu l'avais dépassée, qu'elle ne pourrait pas te rattraper? Ou est-ce que tu étais toujours un peu méfiante et en regardant un peu derrière toi pour voir si elle revenait pas sur toi? Bah alors, j'ai pas du tout regardé derrière moi, mais par contre, j'étais pas du tout sereine. D'accord. Je me disais, en fait, comme j'ai fait pas mal de pistes étant plus jeune, mon père m'a toujours dit, tu cours et tu ne te retournes pas. Donc, du coup, je n'avais que ces mots en tête et je me disais, bon, bah, je cours et je ne me retourne pas. Je dis, quoi qu'il arrive, je serre les dents et je donne tout ce que j'ai. Au moins, j'aurais rien à regretter. Mais donc voilà, je me suis pas retournée, mais j'étais pas franchement sereine. Je me disais, bon, allez, c'est maintenant ou jamais, il faut tout donner. Et donc là, oui, tu franchis la ligne et c'est un accomplissement génial et tu es extrêmement heureuse et fière de ce résultat, j'imagine. Complètement. D'ailleurs, tout le monde était choqué, hein, mais ma famille, mon père, tout le monde était super étonné de me voir à cet endroit-là, à ce moment-là de la course. On m'attendait, enfin mon père s'attendait à ce que j'arrive peut-être au moins 3-4 minutes après, et surtout pas à la première position. Parce que justement, il avait vu, il était passé à un point, je pense, 10 kilomètres avant, et 10 kilomètres avant, bah, j'étais encore troisième sûrement, donc du coup, il me dit, waouh, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 kilomètres, c'est fou. Est-ce qu'à l'issue de la course, tu as reçu, enfin, de manière plus globale, est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages d'encouragement ou même de remerciements de personnes qui sont atteintes du cancer ou peut-être des proches de malades qui voient en toi finalement une grande source d'espoir mêlée d'admiration? Oui, j'ai reçu pas mal de témoignages de courses. Bah, d'ailleurs, à la suite enfin, avant de gagner cette course, moi, j'étais dans une association aussi de lutte contre le cancer du sein, ce qui m'a permis de parler beaucoup justement du cancer, du sport, de la maladie. Et les filles m'ont beaucoup aidée aussi pendant que j'étais en traitement. Et c'est vrai qu'à la suite de la course, bah oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui étaient encore en traitement, qui se mettaient à la course à pied, qui continuaient la course à pied, qui faisaient du sport avant. Et moi, ça m'a énormément émue, ça m'a énormément touchée. D'ailleurs, j'avais créé une page aussi sur Facebook, c'était le sport comme thérapie, parce que voilà, pour moi, ça a été, je dirais 90% avec les traitements, ça a été vraiment, ça a fait complètement la différence. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de sortir de la maladie, mentalement en tout cas. Et oui, voilà, donc les témoignages m'ont beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup émue. Et j'ai fait pas mal de rencontres d'ailleurs, de femmes que j'ai pu rencontrer sur d'autres courses. J'ai été invitée sur des courses aussi après à la suite de ça, bah justement pour témoigner et pour prouver que heureusement, on peut s'en sortir grâce au sport, grâce au traitement et avec une volonté de faire. Tu avais gardé toi un lien avec l'équipe qui t'avait suivi pendant ta maladie? L'équipe médicale, Oui. j'ai gardé un lien avec eux, oui, mais bah, bon, tout ce qui était centre de radiothérapie ou de chimiothérapie, j'ai pas vraiment gardé de contact. Mais je me suis très très bien entendue avec mon oncologue, donc qui est à la retraite maintenant. Et d'ailleurs, quand j'ai gagné le championnat, je suis allée le voir après avec ma médaille en lui montrant, oh, regardez, on a bien fait de jamais lâcher parce que du coup, voilà, ça finit, enfin, les efforts finissent par payer. Très belle Et histoire, vraiment. il était très fier du coup. Il peut, et tu peux l'être en tout cas. Merci beaucoup Anaïs, c'est vraiment très touchant comme témoignage et ça force l'admiration. Vraiment, c'est incroyable ton parcours. Si on se projette un petit peu maintenant sur ton avenir, est-ce que toi tu as un calendrier qui s'est précisé pour la fin de l'année ou des grands objectifs affichés déjà pour 2021? Pour 2021, bah déjà, fin d'année, oui. En fait, là, j'aimerais bien participer aux championnats de France de trail qui sont début octobre. Et sinon, j'ai prévu de faire le marathon de Valence début décembre. Et là, j'aimerais Le bien. championnat de trail, sur quelle distance, championnat de France de trail, sur quelle distance tu veux Sur le t'aligner? trail court, sur le trail D'accord. court, ça va être, je crois que c'est 27 kilomètres avec à peu près 1200 mètres de dénivelé, ce qui pour moi est énorme parce que j'ai l'habitude de faire de la route, donc ça va beaucoup me changer. Et tu pratiques le trail ou ce serait une première? Ça va être mon premier vrai trail, on va dire, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns. J'avais fait le 36 km de l'ultramarin, j'ai fait pas mal de trails, j'avais fait un 53 km à Etretat, mais dans l'ensemble, il n'y avait pas autant de dénivelé quand même. Donc j'adore le trail, j'adore la course en nature, vraiment, je suis vraiment fan de tout ça. Mais je suis pas super à l'aise avec le dénivelé, donc du coup, ça va être un gros défi pour moi. Mais j'ai hâte d'y être pour voir le profil de la course. Tu vas aller t'entraîner spécifiquement là d'ici les championnats, tu vas aller en montagne pour préparer un petit peu travailler un peu plus de dénive que ce que nous on peut avoir en région parisienne. Ah ouais, c'est sûr que j'en aurai plus que sur le canal de l'Ourcq. Je Attends, il y a les m'entraîne buts de tous les jours. Chaumont Oui, oui, c'est vrai, c'est avec vrai. leurs 50 mètres de dénivelé. Ah oui. On n'est pas très bien, on n'est pas très chanceux ici pour le trail pour s'entraîner, c'est pas idéal.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut aller un petit peu plus loin. Ben, là, les week-ends où je travaillais pas, justement, j'ai eu la chance avec mon copain de pouvoir aller à Fontainebleau. En fait, sur le parcours des 25 bosses, Mhm. on s'entraîne, bon, on fait le tour, en fait, on essaie d'aller le plus rapidement possible. Moi, c'est un peu dur quand même, hein, parce que c'est très rocailleux, donc c'est un peu dur de pouvoir courir partout. Mais voilà, on s'entraîne un petit peu là-bas. Ensuite, pour la montagne, ben, moi, j'ai essayé de poser des vacances pour début septembre. Je sais pas encore si ça va être validé, mais si c'est validé, oui, je pense qu'on ira un petit peu dans les Alpes pour faire un petit peu de dénivelé. D'accord. Et de manière générale, le trail, c'est quelque chose vers lequel tu veux aller de plus en plus ou ça va être de façon très ponctuelle dans tes calendriers de course? Je pense que ce sera plutôt ponctuel parce que bah, moi j'adore courir sur route. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Je sais que beaucoup de personnes me disent ah bon, mais moi je préfère la nature, etc. Moi aussi j'adore la nature, mais vraiment pour la course, ce que je préfère c'est vraiment le bitume. Ok. Et à plus long terme, est-ce qu'il y a une course qui te fait vraiment particulièrement rêver et que tu n'as pas eu l'occasion de courir jusqu'à maintenant? Ouais, il y a plusieurs courses qui me font vraiment rêver ou enfin, j'adorerais pouvoir y participer plus tard. Ce serait par exemple le marathon des sables. Ouais. Donc ouais, c'est gros rêve de l'ultra-marathonien, on va dire, de pouvoir participer à une course pareille. Pour tes 30 ans l'année prochaine, peut-être? Ah, peut-être. C'est le genre Peut-être. d'objectif Après, qu'on peut se fixer pour des dates un peu clés comme ça, les 30 ans, les 40 ans. c'est ça, ouais, exactement. Donc c'est à réfléchir, mais c'est vrai que c'est une course qui me fait vraiment rêver. Course en autonomie complète, enfin vraiment avec des conditions un peu folles. Donc Ouais. courir par des 50 degrés par exemple. Mais bizarrement, ça me fait pas du tout peur et au contraire, ça me donne vachement envie d'y participer. Ou sinon, ce serait des courses un peu comme par exemple le Spartathlon, c'est d'enchaîner, je crois, un marathon par jour pendant 8 jours. Et ça fait, enfin, c'est assez fou quoi. C'est pareil, mais j'adore. Beau projet, un peu fou, mais très beau projet. Parfait, bah écoute, pour conclure cet épisode, je te propose de finir non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, c'est-à-dire une devise qui t'est particulièrement chère et qui te motive dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Et ben, la phrase que je me répète vraiment souvent, c'est se dépasser quand tout va bien, se surpasser quand tout va mal. Et ça, je pense que c'est vraiment une phrase qui me correspond bien et c'est mon mantra de tous les jours. Très beau mantra. Bah, écoute, merci beaucoup Anaïs. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton histoire et ta course épique au championnat de France à Tours et ce titre de championne de France. Félicitations encore. Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites pour tes futures échéances sportives. Je ne doute pas qu'il y aura encore plein de médailles à accrocher autour de ton cou. Je te dis à très bientôt Anaïs. Merci beaucoup, bah, à très bientôt. Merci encore pour l'interview. Merci à toi. À très vite. À très vite. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique? Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique. Pour vous qui êtes resté jusqu'au bout de cet épisode, j'ai une petite surprise avec ce morceau coupé au montage qui devrait vous faire sourire. Mais c'est vrai qu'à la suite de cette course, j'ai eu pas mal de messages de femmes. Ah, désolée, mon chien, c'est. Je me suis demandé si c'est ce que c'était toi qui secouais une espèce de petite bouteille. Non, non, c'est mon chien qui s'est secoué les oreilles. D'accord. Ah, t'as un chien, t'as deux chats et un chien. Oui, c'est ça. Ok.